Dès que j'ai franchi la porte, l'air m'a frappé au visage. Une chaleur lourde, épaisse, moite, comme si on respirait à travers un coussin humide. Le ciel n'avait plus de couleur, juste une brume jaunâtre accrochée au lampadaire. J'ai roulé les vitres ouvertes pendant 2 minutes avant de céder à la tentation de la clim. L'odeur dehors était insupportable, une odeur de plastique brûlé et de terre séchée. La route s'allongeait devant moi, vide, sans un bruit. Je crois que c'est ce silence-là qui m'a le plus marqué. Pas un seul klaxon, pas un cri d'insecte. Juste le ronflement du moteur et parfois un souffle de vent qui faisait craquer les branches. La livraison devait prendre une 30aine de minutes. Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir conduit pendant des heures. Quand j'ai enfin trouvé l'adresse, j'ai ralenti instinctivement. La maison semblait abandonnée. Pas de lumière, pas de voiture dans l'allée. La pelouse envahie par les herbes hautes. Le GPS m'avait mené à une petite ruelle derrière les habitations, une sorte de passage oublié que les lampadaires n'atteignaient plus. Je me suis garé sur le bas-côté et pris la pizza, ma lampe de poche, et j'ai commencé à marcher vers la maison. À chaque pas, les graviers craquaient sous mes chaussures. J'ai suivi les instructions, contourné par le jardin, frappé à la porte arrière. Le jardin, s'il en était encore un, ressemblait plutôt à un champ abandonné. L'air y était plus lourd, et j'entendais, très loin, le cliquetis métallique d'un portail qui battait faiblement. La porte, elle, était blanche, vieille, avec un petit carreau couvert d'un rideau sale. J'ai frappé. 1 fois. Rien. 2 fois. Silence. J'allais frapper une 3e quand le rideau a bougé. Presque imperceptiblement. Comme si quelqu'un l'avait effleuré du bout du doigt. J'ai figé ma main en l'air. Je me souviens encore de ce picotement glacé qui m'a traversé la nuque. « Pizza ?» ai-je dit d'une voix mal assurée. Pas de réponse. Seulement un bruit derrière moi. Des pneus sur le gravier. Je me suis retourné. 2 voitures venaient de s'arrêter derrière la mienne. Pas de gyrophare, pas d'uniforme. Juste des silhouettes. L'une d'elles est sortie. Un homme. Il s'est avancé lentement et m'a fait signe d'approcher. Quand j'ai vu la carte de police briller dans la lumière de ses phares, mon cœur a fait un bond. « Retourne dans ta voiture tout de suite », m'a-t-il ordonné d'un ton ferme. Je n'ai pas discuté. Je suis redescendu la pente, mes jambes tremblaient. Assis dans la voiture, j'ai observé la scène par le pare-brise. D'autres hommes sont apparus. 4, 5, tous sans uniforme, mais armés de lampes torches. Ils encerclaient la maison, se parlaient par gestes silencieux, concentrés. Aucun n'a frappé à la porte. Aucun n'a annoncé sa présence. Juste des ombres glissant entre les arbres. Un d'eux a essayé d'ouvrir la porte arrière, celle où j'avais frappé quelques secondes plus tôt. La poignée a résisté. Il a hoché la tête vers un autre agent et s'est écarté. Je sentais la sueur me couler dans le dos. J'avais la désagréable impression d'avoir été utilisé, comme un pion dans quelque chose de bien plus grand. Quelques minutes plus tard, l'un des agents, celui que j'avais vu en premier, est revenu vers moi. Il s'est accroupi à ma hauteur et a jeté un coup d'œil rapide à la boîte de pizza posée sur le siège passager, puis a poussé un long soupir. « T'as rien fait de mal », m'a-t-il dit calmement. « On enquête sur cette propriété depuis un moment. Tu es tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. » Je lui ai montré la commande sur ma tablette, le nom, le numéro, l'adresse. Il a noté les informations, puis a refermé son carnet. « Rentre chez toi, gamin, et ne reviens pas ici. » C'est tout. Pas d'explication, pas de détails. Je suis reparti, les mains tremblantes sur le volant. Pendant tout le trajet de retour, je n'ai pas mis la radio. J'écoutais juste le bruit du moteur et le battement irrégulier de mon cœur. Ce n'est qu'en arrivant au restaurant, sous la lumière blafarde du néon, que j'ai réalisé ce qui aurait pu m'arriver. Si les policiers n'étaient pas intervenus, si la porte s'était ouverte quand j'avais frappé, je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans cette maison. Et honnêtement, je préfère ne jamais le savoir. Mais depuis ce soir-là, chaque fois que je vois une ruelle sombre, chaque fois qu'un rideau bouge dans une fenêtre, je repense à cette nuit. Et je me dis que certaines livraisons devraient rester inachevées. Si tu es encore là, c'est que toi aussi tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, avant que la nuit ne devienne trop profonde,
pense à t'abonner à Nuit d'horreur, la chaîne où les histoires vraies prennent vie dans le noir. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à cette histoire. Peut-être parce que certaines nuits d'été ont cette odeur si particulière, un mélange de chaleur lourde, de bitume et de silence. L'odeur même de ce soir-là. Je m'appelle Chris, et ce que je vais raconter n'est pas un récit inventé. Ce n'est pas une légende qu'on se murmure entre amis pour se faire peur. C'est arrivé. À moi. Et même si les années ont passé, certaines images restent si nettes dans ma mémoire que j'en ai encore des frissons, rien qu'à y penser. C'était il y a longtemps, l'été de mes 17 ans. À cet âge-là, on rêve de liberté, de première voiture, de musique à fond dans les oreilles, pas de travailler dans une pizzeria au milieu de nulle part. Mais mes parents n'auraient jamais toléré que je passe mes vacances à ne rien faire. Alors j'ai accepté le seul boulot disponible, un poste de nuit dans une petite enseigne miteuse à la sortie de ma ville natale. Le genre d'endroit qui sentait la farine humide, la sueur et la sauce tomate trop sucrée. Je détestais cet endroit. Le carrelage poisseux, les néons bourdonnants, le four à moitié cassé et surtout la pizza elle-même, probablement la pire de tout l'État. Pourtant, malgré la médiocrité de tout ça, il y avait une certaine paix dans les longues soirées calmes quand le téléphone ne sonnait plus et que le monde semblait s'endormir. Mon manager s'appelait Russell. 30 quelques années, des cernes à couper au couteau et un air de type qui avait abandonné ses rêves depuis longtemps. Il passait ses soirées sur son téléphone à scroller Reddit pendant que je repliais des boîtes et que je réorganisais le frigo à boissons. On ne parlait pas beaucoup, mais je crois qu'il m'aimait bien. Ou du moins, il tolérait ma présence silencieuse. Ce soir-là, tout semblait normal. Une de ces nuits d'été où l'air colle à la peau, où la chaleur ne baisse pas même après minuit. J'étais en train de replacer des canettes dans le frigo quand la tablette de commande a vibré. Un bip sec, un message, un nom de client. Une grande pizza, saucisse et olives. Je me souviens encore de ce détail. Les olives. On n'en commandait jamais. L'adresse, en revanche, m'a fait tiquer immédiatement. Elle se trouvait en dehors de notre zone de livraison, sur une route isolée bordée de champs et de forêts. Mon premier réflexe a été de refuser la commande. Mais Russell, sans même lever les yeux de son écran, m'a dit « Prends-la, Chris, on n'a rien eu depuis une heure, ça te fera une sortie. » J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai haussé les épaules. Après tout, c'était toujours mieux que de rester là et écouter frigo ronronner. J'ai préparé la pizza, l'ai mise dans sa boîte graisseuse et j'ai imprimé le ticket de commande pour le coller dessus. C'est là que j'ai remarqué la note ajoutée par le client. Garez-vous derrière la maison, traversez le jardin, frappez uniquement à la porte arrière. J'ai relu 2 fois. La phrase m'a paru étrange. Pas menaçante, mais inhabituelle. Mon grain de gamin de 17 ans a trouvé 1000 explications rationnelles. Peut-être un enfant qui ne voulait pas réveiller ses parents, ou quelqu'un dont la porte d'entrée était bloquée à cause de travaux. Rien d'anormal en somme. Je me suis convaincu que je me faisais des idées, et je suis sorti. Tu crois que les pires choses se cachent dans les maisons abandonnées? Attends d'entendre ce qui est arrivé à ce père de famille dans sa paisible maison de vacances. Une nuit d'été qui aurait dû être parfaite, jusqu'à ce qu'un souffle derrière le mur vienne lui rappeler que parfois les murs ont un cœur qui bat. J'aimerais pouvoir te dire que la première histoire était la pire. Mais certaines nuits ont le don d'ouvrir des portes qu'on ne peut plus refermer. Et celle qui suit me hante encore. Je m'appelle David, j'ai 40 ans, 2 enfants et une vie ordinaire. Je travaille dans les assurances. C'est aussi ennuyeux que ça en a l'air, mais c'est stable. Et à vrai dire, c'est tout ce que je demandais après avoir traversé des années compliquées. Il y a 2 ans, mon père est mort d'un cancer. Dans son testament, il m'a laissé une petite maison en bord de mer à Delaware. Rien de luxueux, une vieille maison en bois un peu défraîchie, mais l'endroit était parfait, à 1 rue du rivage, assez loin des touristes, et surtout plein de souvenirs qu'il avait gardés pour lui. Depuis, ma femme, mes 2 garçons, Jordan 7 ans
et Scott, 5 ans, et moi y allons chaque été. C'est devenu notre rituel, une échappée douce et salée, loin du bruit de la ville. Le soir, on dînait sur la terrasse en regardant les vagues s'écraser au loin. Les enfants riaient, le vin coulait, et tout semblait simple. Jusqu'à cette nuit-là. C'était un mercredi de juillet. Les garçons s'étaient endormis tôt, épuisés par le sable et le soleil. Ma femme et moi étions sur la terrasse arrière, une bouteille de vin entre nous, à jouer aux cartes en écoutant le ressac. C'est Jordan qui est venu me trouver. Il tenait sa peluche contre lui, les yeux un peu humides. « Papa, j'arrive pas à dormir. J'entends un bruit bizarre dans le mur. » Je me suis levé, amusé d'abord, pensant à un rongeur ou à un vieux conduit qui craque. Je lui ai dit de me montrer. Sa chambre se trouvait au rez-de-chaussée, juste sous la terrasse. La maison était vieille, et le plancher grinçait à chaque pas. Quand on est entré, j'ai senti cette odeur typique des vieilles maisons de bord de mer, un mélange de bois humide, de sel et de peinture. Il m'a conduit près de son lit et m'a fait signe de tendre l'oreille. Au début, rien. Puis un bruit, un frottement, un grattement léger, régulier. J'ai posé ma main sur le mur. C'était à l'intérieur, comme si quelque chose bougeait entre les cloisons. Pas au plafond, pas dans le grenier, non, juste là, à hauteur du sol. Et puis, j'ai entendu une respiration humaine, lente, profonde, oppressante. Mon sang s'est glacé. J'ai murmuré injurant reculant d'un pas. Jordan m'a regardé, effrayé. J'ai posé un doigt sur ma bouche pour lui faire signe de ne pas crier. Et c'est à ce moment-là qu'un hurlement a éclaté, à travers le mur. Un cri rauque, déchirant, animal. Je n'ai pas réfléchi, j'ai attrapé Jordan par le bras et je suis couru dans le couloir. Scott dormait encore dans sa chambre. Je l'ai soulevé sans m'arrêter et je suis monté 4 à 4 jusqu'à la terrasse. Ma femme s'est levée d'un bond en me voyant, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai juste eu le temps de fermer la porte vitrée derrière nous. 1 seconde plus tard, quelqu'un l'a percuté de plein fouet. Le verre a vibré. Un homme, couvert de crasse, les yeux fous, il griffait la vitre, hurlait, bavait, tapait du poing. Il criait des mots que je préfère ne pas répéter ici. Sa voix n'était pas humaine. Elle vibrait d'une rage incompréhensible. Je me suis plaqué contre la porte de tout mon poids. Ma femme a attrapé les enfants, les a tirés en arrière, en pleutre. Pendant des longues secondes, je n'ai entendu que ses coups. Le verre gémissait sous la pression. J'étais persuadé qu'il allait céder. Puis, des sirènes ont résonné. Des éclats de lumière bleue ont balayé la pièce. 2 policiers sont apparus à l'intérieur, surgissant du couloir. Un a plaqué l'homme au sol, l'autre l'a menotté. Je me suis écroulé sur le sol, le souffle court. Plus tard, j'ai appris la vérité. L'homme vivait dans la maison depuis des mois. Il s'était caché dans un vide sanitaire, accessible par une trappe sous le porche, que je n'avais jamais remarqué. Il avait trouvé là un refuge pendant l'hiver, et il n'était jamais reparti. Il mangeait dans nos clabars, volait nos restes, et se faufilait dans les murs la nuit. Quand les policiers l'ont interrogé, il a dit que la maison était sa sienne, et que nous étions les intrus. Je ne sais pas si c'était un malade ou un monstre, mais je sais que depuis cette nuit, le bruit d'un grattement dans le mur suffit à me glacer le sang. Nous n'avons pas remis les pieds d'abat en tant que l'été suivant. Et même aujourd'hui, je dors avec la lumière du couloir allumée. Si cette histoire t'a donné des frissons, abonne-toi à Nuit d'horreur. Chaque semaine, de nouveaux témoignages réels, des nuits d'été qui tournent au cauchemar et des voix qui ne s'oublient pas. Certains cauchemars naissent dans les murs, mais d'autres prennent vie sous le ciel étoilé. Car même dans le calme d'un champ d'été, le temps peut se fissurer. Et quand il le fait, parfois, quelqu'un disparaît. Je m'appelle Léna. J'avais 16 ans l'été où tout s'est passé. J'habitais dans un coin perdu, entouré de champs et de routes sans fin. C'était un de ces endroits où le silence est si dense qu'on finit par l'aimer. Ma meilleure amie s'appelait Taylor, toujours un peu plus audacieuse, plus libre que moi. Ce soir-là, c'est elle qui avait proposé de partir à vélo, pour aller voir les étoiles. Rien d'extraordinaire, on le faisait souvent. Mais cette fois, elle voulait aller plus loin, là où personne ne nous trouverait. Nous sommes partis vers 22h, une bouteille de vin sous le bras, 2 lampes, nos rires dans le vent. Les chants défilaient, les grillons chantaient, et le monde semblait endormi. Après une trentaine de minutes, Taylor s'est arrêtée au milieu d'un vaste terrain vide. Pas de clôture, pas de bâtiment.
Juste de l'herbe haute et le ciel, immense, plein d'étoiles. On a étalé une couverture, ouvert la bouteille et on s'est allongé. Le vin n'était pas bon, mais on s'en fichait. On riait, on cherchait les constellations. Puis, une étoile filante a traversé le ciel. Taylor m'a dit de faire un vœu. J'ai fermé les yeux quelques secondes. Quand je les ai rouverts, elle avait disparu. Je me suis redressé d'un bond. Le champ était vide. Le vélo de Taylor n'était plus là non plus. Le silence était total. J'ai appelé son nom. Aucune réponse. J'ai regardé mon téléphone. 3 heures du matin. Il était à peine minuit pourtant. Le temps s'était tordu. Je me souviens du froid soudain, pas un vent naturel, comme un froid qui semblait venir du sol, comme si la terre elle-même respirait sous mes pieds. Je tremblais, la gorge serrée. Je suis monté sur mon vélo et j'ai pédalé sans m'arrêter jusqu'à la maison. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Taylor. Elle m'a écrit « Où t'es passé hier soir ? Je t'ai cherché pendant 1 heure. » Et je lui ai répondu « C'est moi qui t'ai cherché. Tu avais disparu. » On s'est appelés. Chacune jurait avoir vu l'autre disparaître. Et sur nos téléphones, aucun appel manqué, aucun message enregistré, comme si cette nuit-là n'avait pas existé. On a essayé d'en parler, de trouver une explication rationnelle. Aucune ne tenait. Le temps, les montres, les souvenirs, tout semblait déformé. Et depuis, il y a une chose que je ne peux pas oublier. Le bruit du vent cette nuit-là. Ce n'était pas un vent normal. C'était comme un souffle humain. Je n'ai plus jamais revu Taylor après le lycée. Mais parfois, quand je regarde le ciel d'été, j'ai la certitude qu'elle aussi, quelque part, regarde les mêmes étoiles. Et contre nous, il reste ce fil invisible, celui qu'on a croisé ce soir-là dans le champ. Un fil que le monde n'aurait jamais dû toucher. 3 nuits d'été, 3 histoires vraies, 3 moments où la réalité a vacillé, laissant passer quelque chose d'indicible. Chris et sa livraison vers l'inconnu, David et sa maison habitée de l'intérieur, Lena et cette fracture du temps au milieu des étoiles. Ce sont ces instants suspendus qui font de l'été la saison la plus trompeuse. Parce que derrière la chaleur, derrière la lumière, il y a toujours une ombre. Et dans cette ombre, tout ce que nous ne devrions jamais voir. Si ces récits t'ont glacé le sang, n'oublie pas de t'abonner à Nuit d'horreur. Ici, les nuits ne dorment jamais. Et parfois, c'est mieux ainsi.